Imaginons la scène suivante. L'idée, c'est de courir un marathon, mais au lieu d'être en tenue de sport légère, il faut accomplir ces 42 kilomètres en tenant en équilibre 60 verres d'eau. Ah oui, le genre de verre rempli à ras-bord, bien fragile. C'est ça, posé sur un immense plateau. Et du coup, à chaque pas, l'attention entière est monopolisée par la peur de renverser une seule goutte. Tu m'étonnes, c'est impossible d'avancer vite dans ces conditions. Impossible, notre esprit ne peut ni admirer le paysage, ni optimiser sa foulée, ni même respirer correctement en fait. Toute l'énergie vitale est siphonnée par la gestion de cet équilibre ultra précaire. Et le pire, c'est que c'est exactement ce que fait notre cerveau au quotidien. Mais carrément, chaque jour, lorsqu'on essaye d'évoluer dans notre vie pro ou perso sans un vrai système de confiance externe, on porte ce plateau. Et c'est précisément ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une étape fondamentale, oui. Juste pour resituer un peu notre exploration, pour ceux qui nous écoutent, on va rappeler où on en est. Lors de notre session précédente, l'espace de travail a été préparé, la fameuse corbeille à courrier, la boîte de réception physique, elle trône enfin sur le bureau. Le territoire est balisé, voilà. Le décor est planté. Et aujourd'hui, c'est le grand moment, on passe à l'action concrète avec la grande rafle de toutes nos boucles ouvertes. Et cette image du marathon, elle est vraiment frappante. Elle illustre à merveille ce fardeau cognitif quotidien. Parce que le terrain physique est déblayé, d'accord, mais le vrai travail de fond, il commence seulement maintenant. On passe de la théorie à l'extraction brute, quoi. Exactement. Le but, c'est d'aller chercher tous ces fameux verres d'eau en équilibre instable dans notre tête pour les déposer dans un lieu sûr. Moi, j'aime bien filer une métaphore un peu plus tech, tu vois. On pourrait comparer ça à un navigateur web. Pour beaucoup d'entre nous, on est comme un navigateur avec 60 onglets ouverts en même temps en arrière-plan. Ah, l'angoisse de la rame saturée. Mais c'est ça. On a l'onglet Réparer la fuite sous l'évier, à côté de l'onglet Répondre aux mails urgents du boss, l'onglet Acheter des croquettes pour le chat, et juste à côté, Réorganiser la stratégie globale. Et tout ça tourne en simultané? Et ça consomme de la mémoire vive en permanence. Sur un ordi, on sait tout ce qui se passe. Le ventilo hurle, la batterie fond en 2 heures, et le système ralentit tellement que la machine n'arrive même plus à charger la seule page dont on a vraiment besoin à l'instant T. C'est le crash assuré. Du coup, l'objectif de notre étape du jour, c'est de fermer tous ces onglets en les exportant vers l'extérieur. Et cette surchauffe dont tu parles, elle a une explication neurologique très très concrète en fait. Ah oui, ouais. C'est pas juste une impression de fatigue. Pas du tout. C'est physiologique. Tant que 100% des choses qui réclament notre attention ne sont pas capturées en dehors de notre tête, une partie de l'esprit refusera de faire confiance au système. Donc le cerveau reste en alerte. C'est un pur mécanisme de survie. Si notre cerveau soupçonne qu'une info cruciale, que ce soit un danger de mort ou juste une facture EDF, est cachée dans un tiroir ou perdue dans notre mémoire, il maintient cet état d'alerte. Il scanne l'environnement en boucle, quoi. Voilà. Il génère un bruit de fond anxiogène juste pour être sûr qu'on n'oublie rien de vital. D'où cette fameuse sensation horrible de se réveiller à 3 heures du matin avec le cœur qui bat juste parce qu'on vient de se rappeler d'un vieux mail. C'est typiquement ça. Donc cette étape de la grande collecte, c'est la condition sine qua non pour atteindre un esprit qu'on pourrait qualifier de au point mort, comme sur une voiture. Une voiture au point mort, elle n'est pas éteinte. Non, le moteur tourne. Il est prêt, mais il n'est engagé dans aucune direction spécifique. Et du coup, on peut passer n'importe quelle vitesse instantanément sans caler. Cet état de disponibilité totale, franchement, ça fait rêver. Un esprit prêt à s'engager à fond sur une seule tâche sans résistance. Mais bon, avant de se jeter sur les piles de dossiers, je crois qu'il y a une règle d'or assez stricte à respecter. Oh oui, une règle totalement non négociable. On rassemble, mais on ne décide pas. On ne fait qu'extraire. Il est interdit de trier ou de jeter. Strictement interdit. C'est l'extraction pure. Et je te garantis que c'est la consigne la plus dure à respecter. Je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes, parce que c'est hyper contre-intuitif ton truc. Je t'écoute. Admettons, je vide mon tiroir. Je tombe sur ma fameuse facture d'électricité. Je sais que je dois la payer, mon ordi est allumé, là, sous mes yeux. Ça me prendrait littéralement 1 minute 30. Pourquoi je m'interdirais de la payer tout de suite? Ça paraît logique. Bah oui, ça m'évite de gonfler ma boîte de réception pour un truc que je devrais retraiter de toute façon. C'est de la bureaucratie personnelle, ça, non? C'est une réaction hyper classique, mais ça ignore totalement comment fonctionne notre énergie mentale. Le piège, c'est le coût de transition cognitive. C'est-à-dire, ça coûte si cher que ça au cerveau? Collecter et clarifier, ça active 2 réseaux neuronaux complètement différents. Le mode collecte, c'est l'instinct du chasseur-cueilleur. On scanne la pièce, on voit un truc qui cloche, on l'attrape, on le met dans le panier. Un mouvement physique et rapide.
Exactement. On ne réfléchit pas au sens de l'objet, on constate juste qu'il est là. Et le mode clarification, j'imagine que c'est plus analytique. C'est le boss qui prend des décisions exécutives. Qu'est-ce que ce papier veut dire? Faut le jeter? Le classer? Si tu t'arrêtes sur ta facture, tu bascules dans ce mode décideur. Même pour 1 minute 30. Même pour 1 minute 30, tu dois ouvrir ton navigateur, chercher ton mot de passe, te connecter, et bam, tu vois un nouveau mail arriver. Ton attention est happée. L'élan de la collecte est mort. Fini! Mélanger l'instinct de ramassage et l'analyse, ça draine une quantité phénoménale de glucose cérébrale. Au bout d'une demi-heure, t'es épuisé et tu abandonnes avant d'avoir fait la moitié de la pièce. C'est fou, on doit littéralement se protéger de notre propre cerveau qui réclame sa petite dose de dopamine avec une tâche vite faite. C'est tout à fait ça. L'objectif aujourd'hui, c'est de cartographier nos engagements, pas de les accomplir. Ok, donc on verrouille l'esprit en mode ramassage et concrètement, la traque, elle commence par le monde physique, c'est bien ça? Oui, on ratisse l'environnement. Le bureau, les tiroirs, les étagères, et même par terre. On attrape tout ce qui n'est pas à sa place définitive et on le balance dans la corbeille à courrier. C'est une vraie archéologie de l'espace de travail. On fouille chaque strate. Et on parle d'objets très spécifiques, hein. Les vieux rapports imprimés qu'on se jure de lire depuis 6 mois, les post-it volants dont la colle est sèche, Ah, les fameux post-it collés à l'écran. les cartes de visite froissées d'il y a 3 ans, et puis mention spéciale pour toutes ces fournitures moribondes. Le surligneur tout sec qu'on remet obstinément dans le pot à crayon. Tout ça, ça file dans la boîte. Tout, sans pitié. Mais il y a un truc qui m'a vraiment fait tiquer pendant nos recherches. C'est l'obligation de mettre nos anciennes to-do list dans la corbeille. Pourquoi jeter son système d'organisation actuel dans la boîte d'entrée du nouveau système RAT? Parce que tes vieilles listes, par définition, ce sont des inventaires de trucs non résolus. C'est de l'ambiguïté pure. Genre la ligne où il y a juste écrit maman ou dossier Durand. Exactement. Maman, c'est pas une action claire, c'est une source d'angoisse déguisée. Donc on traite ces vieux carnets comme n'importe quel autre intrant inconnu. Ils repasseront au crible plus tard. Bon, je suppose qu'on ne va pas non plus vider intégralement la pièce. Si je trouve mon agrafeuse qui marche très bien dans le bon tiroir, je la laisse, non? Bah oui, bien sûr. La règle est simple, on ne touche pas aux fournitures qui marchent et qui sont à leur place, ni aux documents de référence déjà archivés proprement. Oh, ça va. Parce que l'idée, c'est pas de devenir un minimaliste radical non plus. Pas du tout, non. Il n'y a aucune obligation morale de travailler dans une pièce stérile, toute blanche, sans âme. Donc si quelqu'un a, je sais pas, une petite figurine de dinosaure ou une jolie plante verte sur son bureau, c'est ok. Si ça te fait plaisir, que c'est décoratif et que c'est exactement là que ça doit être, ça ne bouge pas. Mais attention, Ah, il y a un piège. si ta figurine de dinosaure, elle est recouverte de poussière, ensevelie sous 3 factures et qu'elle est là par pur accident géologique, Bam, dans la corbeille. dans la corbeille. On ne chasse pas la personnalité, on chasse l'ambiguïté. C'est très clair. Donc on ratisse l'espace physique, on ouvre le fameux tiroir du bas avec les câbles emmêlés qu'on redoute tous et on purge. Et au bout d'un moment, la boîte déborde complètement. Et là, la pièce respire enfin. Sauf qu'on se prend une vérité un peu glaçante en pleine figure. C'est que le vrai désordre, le plus lourd, il n'était pas sur le bureau. Il est coincé dans la rame de notre cerveau. Enlever le bruit visuel, ça ne fait que rendre le bruit mental encore plus assourdissant, ouais. Et c'est là qu'on attaque la collecte mentale, pour vider cette fameuse mémoire de travail. C'est vraiment le cœur nucléaire de toute l'opération. C'est hyper libérateur, mais ça demande une sacrée discipline, hein. Et la technique recommandée, franchement, elle est brutale. On prend une pile de feuilles A4 vierges, Et on écrit une seule idée par feuille. une seule, oui. Des plus gros projets, genre restructurer le département RH, aux trucs les plus bêtes comme acheter de la litière pour le chat. Une feuille, une idée, et on la jette dans la corbeille. C'est le processus. Bon, là, je t'arrête tout de suite. Une feuille A4 pour écrire « acheter de la litière », mais c'est un gaspillage écologique complètement dingue. Pourquoi on fait pas juste une belle liste propre dans un beau carnet? Ah, c'est la critique systématique, ça. Ça semble être du bon sens de vouloir faire une belle liste bien propre. Bah oui, ça génère moins de friction que de manipuler 150 feuilles volantes, non? Eh bien non. L'explication, elle se trouve dans les sciences cognitives. Sur une liste classique de haut en bas, les éléments se parasitent visuellement. C'est-à-dire, L'œil s'y perd. c'est pire, c'est chimique. Imagine ta liste. Ligne 1, acheter la litière. Ligne 2, préparer l'entretien de licenciement de marque. Ah ouais, l'ambiance n'est pas la même. Quand tu vas vouloir prendre une décision toute bête sur la litière, ta vision périphérique capte le mot licenciement juste en dessous. Et là, ton amygdale, qui gère la peur, déclenche une micro-sécrétion de cortisol. Oh waouh!
Donc le gros projet terrifiant empoisonne la petite tâche inoffensive. C'est une contagion par le regard. Ton énergie s'effondre. Tu refermes le carnet direct, accablé. C'est fou cette idée de contagion visuelle. Donc la feuille unique force l'esprit à isoler la variable. C'est ça. Ton œil ne voit que litière. Aucun contexte toxique autour. Tu es concentré à 100% sur une seule petite décision. Et pour la question écologique, on peut tout à fait utiliser du papier de brouillon recyclé, hein. C'est vrai. En fait, ici, la quantité de papier crée la clarté mentale. Et le fait physique d'écrire et de jeter la feuille dans la boîte, ça doit faire un bien fou, non? C'est une boucle kinesthésique. Ton cerveau enregistre physiquement que le truc est enfin sorti de toi. En vraie purge mécanique. On note une pensée, obsédante, on jette. Une autre, on jette. Jusqu'à ce que le silence se fasse dans la tête. Et c'est là qu'on arrive à la fin du processus. Sauf que ça prend un temps fou. Entre le bureau et la tête, on parle d'une session de 1 à 6 heures, parfois plus si on a des années de procrastination derrière nous. C'est un marathon, hein. Et le résultat? Le résultat provoque un véritable choc psychologique. La petite corbeille en plastique est devenue une montagne difforme qui déborde sur le bureau. C'est le moment de vérité, la confrontation avec le miroir. J'imagine que c'est pas la joie au début. Beaucoup de gens doivent ressentir de la panique, de l'accablement ou même un certain dégoût d'eux-mêmes en voyant ça. Oh, les réactions émotionnelles sont très intenses, c'est clair. C'est physique. C'est la matérialisation de tout ce qu'on a fui. La réaction instinctive, c'est de se dire « je vais jamais y arriver, j'ai trop de retard dans ma vie ». Cette douleur est bien réelle, mais il faut vraiment la recadrer. Elle est thérapeutique. Il faut comprendre que cette anxiété ne vient absolument pas du volume de choses dans la boîte. Ah bon? Parce que vu la montagne, ça ressemble quand même pas mal à un problème de volume. C'est une illusion d'optique. Il y a des gens très productifs qui brassent 100 fois ce volume sans aucune anxiété. L'angoisse, elle vient des accords rompus avec soi-même. Les accords rompus? Chaque post-it caché, chaque mail ignoré, c'est une micro-promesse que tu t'es faite et que tu as brisée. Et ça détruit l'estime de soi à petit feu. Le cerveau sait que ça va pas, mais comme c'est flou, il imagine le pire scénario. C'est comme le monstre sous le lit. Tant qu'on n'allume pas la lumière, on l'imagine gigantesque. Exactement. Voir tout ce chaos rassemblé au même endroit, c'est le seul remède à cette incertitude. On matérialise l'ennemi, on trace les frontières du brouillard. Donc faire face à la montagne, c'est pas créer un nouveau problème, c'est rendre visible un problème qui nous rongeait déjà. C'est la fin du déni. Voilà. Pour la première fois, on a un inventaire exhaustif et objectif de la réalité. Et surtout, on sait avec certitude ce qu'on fait pas. Et ça, au niveau neurologique, c'est un soulagement immédiat. Faisons un peu le point sur l'état des lieux du coup. L'espace physique est envahi par cette boîte de réception monstrueuse, ce monument de nos tâches inachevées. Mais par un effet de vase communicant, l'espace intérieur, lui, est enfin vide. Les 60 onglets sont fermés. Le fardeau repose sur un système matériel, extérieur. L'esprit atteint enfin ce fameux point mort, la liberté totale. C'est une épiphanie pour beaucoup. Mais attention, j'ai un gros signal d'alarme à donner ici. Ah, la trêve est de courte durée. Très courte. Si cette montagne reste à stagner dans la corbeille pendant des jours, le subconscient va vite piger l'arnaque. Il va réaliser que c'est pas un système de confiance, mais juste un cimetière de bonnes intentions. Et les réveils nocturnes en sueur vont recommencer? Empire. Donc la collecte a juste permis de rassembler nos forces en un seul point. Mais la bataille de la clarté ne fait que commencer. Lors de notre prochaine étape, on va devoir mobiliser ce fameux esprit décisionnel pour vider cette boîte méthodiquement, élément par élément. Sans s'épuiser. Sans s'épuiser, voilà, apprendre à trancher et transformer ce chaos en un vrai réseau d'action fluide. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.